Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le 30 janvier, vous êtes à l'écoute de Mediapolis, votre nouveau rendez-vous du mercredi de midi à 13h sur les ondes de CISM 89.3 FM. Comme chaque semaine, nous décryptons ensemble le monde impitoyable des médias. Moi c'est Camille Test, pour cette émission je suis accompagnée par Alice Zanetta, Benoît Goubeau et Léla Savic. En coulisses c'est Katia Gaïd qui s'occupe de la technique. Salut tout le monde. Salut. Alice, dans quelques instants, tu vas nous parler du lien entre les médias et les géants du web. Benoît, on t'écoutera en milieu d'émission sur le thème de l'infodivertissement. Et puis, Léla abordera la question de la polémique autour de Slav et la manière dont elle a été traitée la semaine dernière dans l'émission Tout le monde en parle. Nous recevrons Martin Fork, journaliste indépendant et ancien militaire passé par la Bosnie et l'Afghanistan. Il écrit sur la question du militarisme, des dérives sécuritaires, des guerres et des conflits. Nous évoquerons son parcours avec lui dans une trentaine de minutes. Comme toutes les semaines, je suis ravie de passer la prochaine heure avec vous tous. On commence en s'écoutant Lord Esperanza avec Infiniment Vôtre. Parfois l'espoir est vacant, il décolore nos vacances. Satan s'habille en satin, Satan s'habille en satin. Tu peux le voir et l'entendre, il veut s'asseoir et m'attendre. Satan s'habille en satin, je refais le monde du soir au matin. Elle m'atteint le soir. Elle m'atteint le soir. Nous sommes infiniment vôtres, nous sommes infiniment vôtres. T'inquiète pas. T'inquiète pas. 3 heures de route c'est pas nécessaire quand on s'est volé. Sur des loops je fais danser les frères. Elle m'attend le soir pour les aider. Un regard comme si de rien n'était. Derrière les volets. Elle m'attend le soir pour qu'on fasse dodo. Je suis un fan comme les jeunes abonnés. Elle m'atteint le soir. Elle m'atteint le soir. L'amour dure qu'un temps, le temps que tu baisses les armes. La vengeance est une faiblesse de l'âme. Satan s'habille en satin, Satan s'habille en satin. Y'a ceux qui sont de confiance, ceux qui mentent à autrui. À l'époque y'avait personne mais tu m'attendais toi. Oui les fantômes nettoient quand je m'auto-détruis. La nuit endort mes craintes dans son manteau d'étoiles. Mais elle arrive sur mon CD, comment écouter les autres quand on ne peut même pas céder. Tes qualités me font défaut, difficile de ne pas céder. Nous sommes infiniment vôtres, je t'ai laissé que des souvenirs s'épiolent, les destins s'étiolent comme nos rêves en papier. On fait semblant pour mieux revenir s'épier. Et le fils, dis-leur que c'est plié. Elle m'atteint le soir. Elle m'atteint le soir. Infiniment vôtres, nous sommes infiniment vôtres. T'inquiète pas. Elle m'atteint le soir. Elle m'atteint le soir. C'était Infiniment Vôtre de Lord Esperanza. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes à l'écoute de Mediapolis tous les mercredis de midi à 13h sur les ondes de CISM. En studio avec nous pour la première fois Alice Zanetta. Alice, tu vas nous parler de la relation entre les médias et les géants du web comme Facebook et Google. Alors on t'écoute. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est presque la moitié des Canadiens qui consultent les nouvelles via les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Donc les réseaux sociaux et plus largement les acteurs du web comme Google sont donc devenus indispensables au bon fonctionnement des entreprises
entreprises médiatiques. De nos jours, il paraît impensable qu'un média ne soit pas disponible via Google ou les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Donc si un média veut atteindre un large auditoire, il est obligé d'être présent dessus. Et cette règle, elle fonctionne aussi bien pour les grands que pour les petits médias. En d'autres mots, les médias ont besoin de ces réseaux sociaux pour exister. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces géants du web ont aussi besoin des médias pour exister, puisqu'il faut qu'ils alimentent leur fil de nouvelles pour maintenir les internautes sur leur plateforme. Donc c'est ainsi que Facebook et Google sont devenus les plus gros investisseurs en journalisme au monde. Sur 3 ans, c'est plus d'1 demi-milliard qu'ils ont dépensé dans des programmes journalistiques, notamment adressés à des universités ou à des organismes, ainsi que dans des partenariats médias. Et tout ça, c'est sans compter l'argent dépensé pour développer des produits internes destinés aux médias comme les live ou instant articles que l'on retrouve sur Facebook. Et ces investissements continuent parce qu'il y a tout juste 2 semaines, je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans les nouvelles, il y a Facebook qui annonçait un investissement de 300 millions de dollars US, soit à peu près 400 millions de dollars canadiens sur 3 ans, pour des projets journalistiques et entre autres pour favoriser l'information locale. Une bonne nouvelle pour ces médias locaux, parce qu'on en a parlé dans les émissions précédentes, que ces médias locaux étaient particulièrement en crise. Ceci étant dit, Facebook privilégiera d'abord des médias états-uniens. Alors pourquoi est-ce que ces plateformes décident d'investir aussi massivement dans du contenu journalistique ? Donc j'ai demandé à plusieurs experts et fait plusieurs lectures, mais c'est sûr qu'on ne peut pas connaître les motivations profondes pour lesquelles ces géants financent du journalisme, mais les chercheurs dans le domaine médiatique s'accordent sur 2 raisons principales. Donc tout d'abord, ils financeraient des contenus journalistiques, comme je disais, pour alimenter leur propre plateforme. Donc pour illustrer le propos, on peut prendre Netflix, qui au début était un simple diffuseur, mais qui maintenant commence à produire son propre contenu. Donc les réseaux sociaux comme Facebook alimenteraient leur fil et produiraient eux aussi du propre contenu, comme le fait par exemple Netflix. Et la deuxième raison de ce financement, selon des experts, c'est que c'est aussi une question tout simplement d'image. Ces entreprises sont sous le feu de multiples critiques au cours des dernières années. On a tous entendu parler des récents scandales qui touchent Facebook, comme la propagation de fausses nouvelles, ou encore l'affaire qui a fait beaucoup de bruit, c'est Cambridge Analytica, donc qui était un vol de données qui aurait permis d'influencer l'opinion publique sur des événements politiques majeurs comme le Brexit ou la présidentielle américaine de 2016. Et ces géants sont aussi pointés du doigt pour des raisons financières. En fait, ils dominent le marché de la publicité numérique en détenant 85% du marché mondial de la publicité. Le reste des médias se distribue donc les 15% qui restent. Et en plus de ça, ils pratiquent de l'évasion fiscale puisqu'ils ne payent pas d'impôts dans les pays où ils sont présents. Donc, selon Arnaud Ancio, qui est un chercheur au Centre de recherche interuniversitaire de communication, information et société, le CRISIS, et professeur au département d'information et communication à l'Université Laval, ces investissements seraient effectivement une manière de se racheter une image plus noble. On l'écoute. Présenter des opportunités de financement, c'est peut-être aussi une façon pour ces entreprises et ces plateformes numériques, en quelque sorte, de montrer qu'elles sont capables de reverser à la communauté générale, à l'espace public, et de financer du journalisme ou de l'information. Mais ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, évidemment, c'est que toutes les annonces qui ont été faites de financement par Google sur plusieurs années, par Facebook plus récemment, c'est sans rapport, si on regarde les montants, avec ce qui pourrait être par exemple versé en termes, et ce qui devrait être contribué en termes d'impôts par exemple, et de taxation si ces plateformes numériques, dans chaque pays où elles opèrent, verser et contribuer à l'impôt ou aux taxations nationales. Alors, est-ce qu'on doit avoir un problème éthique lorsque des médias ou des entités dédiées au journalisme décident d'accepter ces partenariats financiers ou ces dons ? Parce que c'est vrai qu'on peut penser que ces financements auront une influence sur le contenu journalistique. Oui, alors, donc on le sait tous, on est dans une crise médiatique et que très peu d'entreprises médiatiques sont rentables aujourd'hui. Donc il est difficile pour elles de ne pas accepter ces financements. Pourtant, les journalistes doivent pouvoir traiter tous les sujets sans biais ni influence externe. Alors le financement par des intérêts privés comme Facebook ou Google peut effectivement poser des questions éthiques. Même si ces dons n'auront peut-être pas d'effet direct sur le contenu journalistique et sa manière d'être traité, Matthew Ingram, qui est le rédacteur en chef du numérique au Columbia Journalism Review, est certain qu'il y aura des effets à long terme sur les médias et le journalisme. Par exemple, de l'autocensure sur des sujets qui pourraient toucher Facebook. Et même si Facebook et Google se soucient sincèrement du journalisme, accepter ces investissements, c'est aussi donner plus de pouvoir à ces entités et resserrer des liens déjà forts entre eux, avec une plus grande dépendance et une plus profonde immersion des médias dans ces plateformes, selon Ingram. Donc, ces investissements renforceraient, on appelle ça un pacte faustien, enfin c'est comme ça que le nomme Nathalie Pignard-Chenel, qui est chercheuse spécialisée dans le journalisme numérique. Les géants du web offrent une visibilité inespérée aux médias. Ces médias qui ont besoin de cette audience
pour subsister se conforment alors aux exigences des Google et Facebook, même lorsque ces exigences sont désavantageuses. Et c'est encore plus vrai pour les petits médias qui n'ont pas de pouvoir de négociation, tels que les plus gros Radio-Canada ou New York Times. Donc selon Arnaud Ancio, se faire financer par ces giga-entreprises est d'autant plus problématique puisqu'elles ont un rôle et une influence non négligeable dans notre société contemporaine. Des acteurs comme Google et Facebook ne devraient pas être seulement des sources de financement, mais devraient être aussi, et peut-être surtout, des objets de questionnement et d'investigation journalistique. Et la capacité des médias à la fois bénéficier du financement qui proviennent de ces deux sources et à enquêter sur ces deux sources, sur leurs activités, sur l'influence sur les sociétés, sur leurs pratiques, c'est évidemment questionnable. Il faudra regarder les règles qui vont être mises en place, les intermédiaires dans le financement, éventuellement le recours à des fondations ou autres. Mais évidemment, cela pose question. Et a priori, on ne bénéficie pas des mêmes garanties que lorsqu'on voit d'autres types de financement. Par exemple, les subventions étatiques qui sont en général très largement scrutées, surveillées, avec des règles très claires, généralement qui se veulent ouvertes et sur lesquelles on peut essayer de plus directement vérifier l'influence potentielle et les risques d'influence sur les contenus journalistiques. Et ces partenariats, dont l'influence est difficile à évaluer, comme le souligne Arnaud Ancio, ils ont déjà soulevé des polémiques. En 2016, des rédactions comme le New York Times, Vox, BuzzFeed ou encore CNN ont été payées par Facebook pour produire des lives. L'accord était simple. En échange d'une certaine somme, le partenaire devait produire massivement des contenus à haute valeur ajoutée sur la plateforme. Donc des Facebook Live, des vidéos, des reportages à 360 degrés. Et les grands médias américains ont donc été rémunérés pour inonder les fils d'actualité de contenus originaux et ainsi convaincre l'ensemble des éditeurs d'en faire autant. Donc ces partenariats posent donc une question sur l'indépendance des salles de rédaction et dans un même temps, ils imposent un système à deux vitesses pénalisant les petits médias qui ne bénéficient pas de tels financements. Alors même si ces financements posent des problématiques, ne sont-ils pas en fait une solution d'avenir pour le journalisme et puis puisque en fait les entreprises médiatiques ont besoin de ces fonds? Alors selon plusieurs recherches, les méthodes de financement actuelles qui sont faites par Facebook et Google ne fonctionnent pas sur le long terme, puisque dès qu'elles arrêtent de financer le projet, tout s'arrête parce qu'il n'y a pas assez de bénéfices pour garder le personnel embauché ou pour poursuivre les projets. Mais sans être considéré comme l'avenir, ce genre de partenariat est plutôt normal selon Arnaud Ancio, puisqu'il s'inscrit dans l'histoire du journalisme. Depuis 2 siècles, le journalisme vit et survit économiquement, principalement en allant chercher des formes de subventions, des subventions notamment privées. Alors historiquement, ça a été des formes de mécénat, le soutien par des propriétaires, par des partis politiques, d'autres organisations, par les annonceurs publicitaires de manière extrêmement importante depuis plus de 150 ans. Donc cette arrivée et ce soutien d'acteurs privés que sont Google, Facebook ou d'autres acteurs numériques, on peut l'inscrire aussi dans cette presque tradition de subventions privées qui vient compléter les subventions publiques et qui vient également compléter les paiements et les abonnements par les lecteurs. Ça s'inscrit d'une certaine façon dans cette tradition quasiment historiquement depuis en tout cas que le journalisme est devenu une industrie. Merci Alice. Après Les Louanges et son morceau La Nuit et Panthère, on écoutera Benoît Goubeau sur le thème de l'infodivertissement. À tout de suite. La porte, tiré les volets, attendu la chute du 4e mur, sous les couvertures de la toile, les galaxies et les Bermudes, rafraîchir la page où l'on s'est retrouvé le soir du carnage. Les ambulanciers étaient en nage. J'ai paré les pluies dorées de l'orage. Une panthère dans la chambre, devant la caméra. C'est danse. Qu'est-ce que je ferais pas pour avoir la chance de gagner mon passeport entre tes jambes? Une panthère dans la chambre, devant la caméra. C'est danse. Qu'est-ce que je ferais pas pour avoir la chance de gagner
reçu mes fleurs, j'ai remarqué, on les voit dans le cadre tes préférés. C'est vrai qu'ils sont belles les gens qui au mois de mai, et le rideau se lève, le show va commencer. On écoutait La Nuit et Panthère par Les Louanges. Vous êtes toujours sur les ondes de la Marge. Vous écoutez Mediapolis, votre nouveau rendez-vous média du mercredi midi. Tout à l'heure, c'est le journaliste et ancien militaire Martin Forgue qui viendra nous parler de son parcours. D'ici là, je me tourne vers Benoît Goubeau. Benoît, tout n'est pas rose dans le domaine de l'infodivertissement. Explique-nous ça. En effet, vaste sujet que l'infodivertissement. Donc, je propose qu'on nous penchions aujourd'hui sur quelques effets pervers notables du modèle, juste histoire d'abreuver notre sens critique. Notez bien que tout n'est pas acheté non plus dans ce modèle. Alors déjà, qu'est-ce que l'infodivertissement ou information-divertissement dans sa version longue? L'idée de départ n'est pas mauvaise. Il s'agit de proposer, je cite, un traitement distrayant de l'information par les médias. En d'autres mots, c'est l'utilisation des techniques purement liées au divertissement pour traiter de l'information, ceci dans le but de la rendre plus facilement accessible et attrayante à un nombre élevé de personnes. Donc la radio, la télé, les sites internet ou les médias sociaux sont le terreau parfait pour ce style qui a débuté dans les années 80, mais qui a vraiment pris son essor depuis les années 2000. Alors, par exemple, ça peut être conçu une émission, on aura un plateau avec de multiples invités, des chroniqueurs qui succèdent, des billets d'humeur, des capsules et de l'humour. On pourrait citer sur Radio-Canada, par exemple, Tout le monde en parle et La soirée est encore jeune sur Ici Première. Sur Internet, là, c'est la corne d'abondance. On a Vice, Urbania, Melty, Combini, BuzzFeed et j'en passe pour ne nommer que les plus connus. Eux proposent donc des tonnes de petits sujets tout format sur des thèmes ultra variés, des top 20 et puis des entrevues décalées marrantes. Jusque-là, ça a l'air plutôt sympa, mais j'imagine qu'il y a un problème si tu nous en parles. Eh bien oui, il y en a même plusieurs en fait. Le principal défaut reproché à l'infodivertissement, c'est qu'avec son développement, il a rendu très flou et très mince la frontière entre deux métiers importants. D'un côté, rendre compte de l'information et son éclairage, ça c'est le travail du journalisme. De l'autre côté, le divertissement, assuré par des gens tout aussi compétents, mais qui ne se rapportent plus au journalisme. Et souvent, la barre penche plus du côté du divertissement au détriment de l'information elle-même. On va inviter par exemple un politique pour qu'il nous amuse et nous montre son talent secret. Il ne nous parlera alors pas de son programme. Bill Clinton l'avait fait en jouant du saxo par exemple. On va trouver le témoin qui aura l'histoire la plus excitante ou la plus larmoyante pour parler spécifiquement d'un aspect d'un événement, même si rapporter cet événement est pourtant très important. Et puis par exemple, on va demander leurs conseils d'experts évidemment sur la société à des vedettes en tournée promotionnelle. Ce qui est reproché en fait au format, c'est qu'il empiète sur le terrain des programmes d'information qui investiguent pour apporter les faits de façon juste et éclairée. Alors oui, c'est plus austère, mais c'est nécessaire. L'infodivertissement, quant à lui, a besoin de créer du spectaculaire, quitte parfois à enjoliver la réalité ou en adoptant un ton léger ou humoristique. Malheureusement là, ça va nous détacher de l'enjeu du sujet, la forme prévalant alors sur le fond. L'important est maintenant de tenir en haleine en fait le récepteur, c'est-à-dire nous, et de nous empêcher d'aller voir ailleurs. Les médias vont donc privilégier en majorité des sujets légers qui font plaisir, traités en format très court et résumé, et surtout, il faut en produire beaucoup. C'est à ce moment que le travail journalistique va souffrir et sa qualité avec. Par exemple, il va y avoir moins de temps pour vérifier les faits, donc pour croiser les sources. Qui dit petit sujet dit aussi petite paye. Cependant, on fera bien miroiter à nos multiples, même rédacteurs, parce qu'on parle plus de journalistes, qu'ils pourront se faire un revenu décent s'ils produisent à la chaîne. On parle vraiment de médias usine à saucisses.
Alors Benoît, en infodivertissement, ce ne sont pas forcément des journalistes qui produisent les sujets. En fait, non. Il faut savoir que des médias pratiquant l'infodivertissement ne sont pas les mêmes. Certains sont des organes de presse, donc encadrés, ça c'est plutôt carré, mais d'autres se déguisent comme des organes de presse alors qu'ils n'en sont pas du tout. Leur but, c'est l'intérêt commercial pour vendre des services ou des espaces publicitaires aux marques. Du coup, ils n'ont pas besoin de se prévaloir des règles journalistiques, ainsi que des obligations salariales qui devraient en découler, et c'est au final très pratique pour eux. Alors ces médias, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ça devient encore plus intéressant à partir de là. Attention, sur le web, c'est là qu'on observe les plus beaux spécimens. Dans ce cas, le but n'est plus d'informer pour la beauté de la chose, mais bien de générer un profit sur le dos du récepteur, nous donc. On a plusieurs solutions pour ça. L'une, par exemple, serait de transformer le nombre de visiteurs du site ou d'abonnés au fil de médias sociaux en revenus publicitaires. On peut citer Melty, Vice, BuzzFeed ou Combini dans ce domaine. Un autre filon aussi, c'est d'en profiter pour démontrer le savoir-faire de votre média entre guillemets, dans la production de contenu pour ensuite vendre ce service à des marques. Urbania, par exemple, se sert de son site comme d'un portfolio, on le connaît ici, oui. Donc c'est une agence. Brut, c'est une société française, propose un peu les mêmes services. Je parlais juste avant de revenus publicitaires. En fait, il y a très peu de temps encore, les bandeaux et les publi-reportages étaient un peu les rois sur la toile. Malheureusement, avec l'avènement des logiciels bloqueurs de publicité et aussi le rejet de la sollicitation agressive par les jeunes générations, il a fallu trouver une parade. De là, le boom en fait de la publicité intégrée, en anglais native advertising. Elle consiste en fait à s'associer à une marque pour produire du contenu publicitaire qui est intégré directement à l'intérieur du sujet. C'est magique, comme ça, bien mis en contexte, ça passe tout seul. Donc en fait, à ce moment-là, on pourra découvrir des recettes de cuisine vidéo avec Knorr. C'est marrant parce qu'à ce moment-là, tout est fait à base de bouillon. Vous aurez aussi le droit à des articles réguliers durant la Coupe du Monde grâce à Coca-Cola. Là aussi, intéressant, Coca, c'est le plus gros sponsor de la Coupe. Donc si le média garde sa liberté rédactionnelle et l'annonceur y trouve son compte, là c'est parfait, ça marche. Mais on se heurte très très vite à certains problèmes. Par exemple, lorsque le récepteur n'est pas mis au courant qu'il est en fait en présence d'un contenu sponsorisé, ou encore, et là c'est vraiment plus sérieux, quand l'auteur lui-même se trouve contraint de changer son angle, voire même de taire certains sujets sous prétexte que l'annonceur n'apprécie pas. Ça a été le cas sur Melty pendant la Coupe du Monde avec Coca-Cola. Là on touche l'expression libre et donc au droit à l'information. On en revient à cette mince frontière qui est bien malmenée entre maintenant publicité et information. Certains médias vont même plus loin parce que si l'infodivertissement se complaît dans les sujets un peu feel good, quelques-uns prennent le concept à rebrousse-poil en exploitant notre capacité à nous enflammer pour des sujets. Melty et Combini, par exemple, sont passés maîtres dans l'art de transformer en fait l'engagement des internautes en argent. Alors comment ça fonctionne si vous êtes un média comme cela ? En fait, c'est très malin. Le but, c'est de se créer une base d'abonnés sur vos chaînes de médias sociaux type Twitter et Facebook. Surtout parce qu'ils se basent sur l'activité des commentaires sur les posts pour en fait promouvoir ces posts. Ça nous intéresse vraiment. On va donc générer du trafic sur nos posts, puis monnayer ce trafic contre des contrats publicitaires, des partenariats, etc. Donc, d'abord, il nous faut une cible. Elle doit être active, elle doit être engagée sur la toile. Qui ça ? Les milléniaux. En fait, ils sont à Internet ce que la ménagère de plus de 50 ans était aux médias traditionnels. C'est une vraie vache à lait. Mais pas tous les milléniaux, attention. Hein. Ceux que l'on veut, ce sont les preneurs de position, les purs et durs, ceux qui commentent en gros la petite minorité pourtant très très tapageuse. Ensuite, cette cible, il faut lui donner du grain à moudre. Alors, on va choisir des sujets de société frappants, très dans l'air du temps. De préférence où deux camps peuvent s'affronter, ça c'est parfait. Ce choix, en fait, c'est pas le travail d'humain, mais c'est carrément celui d'algorithmes maintenant qui vont analyser les tendances du web pour donner à la rédaction ces sujets. Et surtout, là encore une fois, il faut en produire énormément. Alors, je dis sûrement pas que c'est mal de parler du féminisme, attention, ou des droits de la personne, ou encore du réchauffement climatique. Au contraire, c'est ce qui fait évoluer la société. Ce qui me chiffonne, c'est d'utiliser ces débats intéressants afin de générer de l'argent. Là, vraiment, c'est gênant pour moi. Donc étape suivante, maintenant il faut faire réagir en masse pour générer des commentaires. Souvenez-vous, c'est sur quoi tout est basé, c'est le trafic autour de vos posts. Donc on a été malin, on a choisi des sujets touchy. Maintenant on va écrire dessus de façon désinvolte et jeune. On va glisser des pics et des déclarations chocs ou des histoires complètement incroyables. Deux petites choses aussi essentielles, c'est le titre et la légende ou le surtitre de votre post ou article. Le titre va être super accrocheur sans donner le fin mot de l'histoire, jamais, parce qu'il faut qu'on le lise cet article. Ça peut être de type, c'est incroyable, ce qui va se passer ensuite est inimaginable. En gros, on sait rien du tout, mais on veut savoir ce qui se passe à l'intérieur. Généralement, c'est nul. La légende au-dessus va pouvoir être partisane, voire carrément même venir titiller l'un des deux camps pour démarrer la bataille des commentaires. Quelque chose du style « Ah bah oui, il a bien cherché, là c'est succès assuré, feu à volonté, tout le monde va s'insulter, c'est génial ».
ne reste plus qu'à convertir donc cet afflux d'engagement en argent. Comme maintenant on a une solide audience d'internautes réactifs qui nous suit en fait, nous pouvons la vendre à des marques et donc là c'est le retour de la publicité intégrée avec les conséquences dont on a parlé juste avant. L'internaute c'est maintenant une composante marketing et sa capacité d'attention est devenue une monnaie d'échange. Rien de neuf sous le soleil on pourrait me dire. Donc en définitive, si l'infodivertissement a participé à reformuler le paysage des médias, rendant l'accès à l'information plus facile et plus digeste au plus grand nombre, gardons en tête que parfois, il n'est pas forcément mauvais de s'arrêter et de penser à comment nous consommons la nouvelle et si vraiment en fait c'en est. Merci Benoît. Avec joie. Tout de suite, on s'écoute False avec La Fête et on revient juste après. Yeah. Bad guys in the building. I told you I'm the life for the party. Why your guys want to try to leave that beat? Bitty and don't go, make me want to hack. So I give me them side, Sholo Maggie. Mommy see I know be little spender. I got a shitload of that legal tender. I'm thinking how we met is not coincidental. I can make a life just a little better. Have you ever been to Lagos? Have you been with a guy from my city? Hakuna Matata. I like your matako, ma titi. Le pays tout est magique. Les filles, les chevaux danser. Tu es magnifique, mais la qui style est quand enchanté. Mademoiselle, c'est le moment de faire la fête, C'est le moment de faire la fête, Oh yeah, hold your neighbor, Besuma go magnet. C'est le moment de faire la fête, Oh yeah, show them. Oh yeah, show them. I give you quelque chose de léger, lit. Oh chez toi, petit days, skiffle. Encore répété, for me baby boo. Ooh la la, move a little closer. That thing you do with it to my little soldier. You need to shock, you they look a little sober. I get the Hennessy with just a little soda. Beaucoup d'alcool, de la bonne musique et beaucoup de filles. I am having the time of my life with some ladies that are dressed to kill. Why you come at party when they stand for the corner? See your mates, they dance for the dollar. I they make you they know life of a rockstar. Party all night, then crash the back dollar. Le moment de faire la fête, C'est le moment de faire la fête, Oh yeah, hold your neighbor, Besuma go magnet. C'est le moment de faire la fête, Oh yeah, show them. Oh yeah, show them. Oh yeah, show them. Show them. Oh yeah, show them. Oh yeah, hold your neighbor. Go magnet. Hold your neighbor. Faire la fête. C'était False avec son morceau qui s'intitule La Fête. En studio avec nous, Léla Savic, notre chroniqueuse hebdomadaire, et Martin Forgue. Bonjour Martin. Bonjour. Martin, tu es journaliste indépendant. Tu as un parcours un peu atypique puisque tu as passé plus de 10 ans dans l'armée. Donc on a voulu t'inviter pour en savoir plus parce que c'est quand même intriguant. Raconte-nous un peu ça. Comment on passe de militaire à journaliste ? De deux choses l'une, je dirais. Premièrement, pour moi, l'armée, je voyais ça originalement comme une espèce de rite de passage dans la vie, c'est-à-dire que j'étais au cégep, je savais pas trop ce que je voulais faire, puis tant qu'à louvoyer dans les études, j'ai décidé, regarde, je vais aller dans l'armée. Puis là, j'avais vu un kiosque de recrutement, de la réserve, c'est l'armée à temps partiel, tout ça, puis donc je me suis enrôlé, puis première affaire que je savais, 2 ans plus tard, j'étais dans un avion, puis je partais pour la Bosnie pour ma première mission. Donc à un moment donné, il y avait la quête d'aventure, qui était très présente, mais aussi, puis ça reste encore, ça fait partie du deuxième volet. J'ai toujours été quelqu'un d'assez idéaliste. Donc, je voyais ça comme une façon, justement, d'apporter, parce que dans ce temps-là, je croyais beaucoup à la vision qu'on se faisait, l'armée canadienne, le maintien de la
paix, puis tout ça. Je me voyais déjà là, quelque part là, à faire à empêcher des milices de venir massacrer des villages. Tu voyais des gens là, sauvages. Exactement. mais c'est une vision qui était très, très forte ici au Canada. Puis c'était, faut se rapporter aussi, c'était à la fin des années 90, c'était avant le 11 septembre, c'était très différent. Donc, je me suis enrôlé dans cette perspective-là. Donc, il y avait l'aventure, il y avait l'idéalisme, tout ça. Puis, finalement, je suis resté un petit peu plus longtemps que prévu parce qu'après la Bosnie, je suis retourné aux études, je suis allé à l'université en journalisme à l'université Concordia. Puis encore là, j'étais là, puis je me disais, ouais, les études, je me fais chier un peu. Puis là, c'est là que l'Afghanistan, ça a commencé. J'étais encore dans la réserve, puis là, je me suis porté volontaire, puis je suis parti là-bas. Mais évidemment, là, mes idéaux ont été assez malmenés pendant que j'étais là-bas, ce qui m'a pas empêché de rester encore quelques années dans les forces avant de finalement dire, OK, là, je fais le saut parce que j'ai toujours voulu écrire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup communiquer, je pense avoir des histoires à raconter. Donc, j'ai dit, OK, là, c'est le temps de faire le saut. Puis là, je l'ai fait et c'est donc depuis 2011, je suis journaliste indépendant. Pourquoi tu dis que tes idéaux ont été malmenés en Afghanistan? Parce que, évidemment, l'Afghanistan, c'était pas la Bosnie. C'était vraiment, on était dans une zone de guerre, tout ça. Puis, à un moment donné, c'est que tu te rends compte que t'as beau recevoir un discours, t'as beau te faire dire qu'on s'en va là pour aider, puis ci, puis ça, t'essaies d'y croire, tu y crois au début, mais t'arrives là-bas, puis là, tu te confrontes à, justement, puis j'étais en posture. Une de mes jobs, c'était d'être une espèce de garde du corps pour les gens du gouvernement canadien, pour des officiers de l'armée qui allaient rencontrer des VIP, des responsables afghans. Donc, je voyais de façon très intime, je nous voyais continuer d'encourager la corruption, c'était le real politique en action, c'est-à-dire on allait faire des deals avec des gens qui étaient des anciens seigneurs de guerre, les locaux à qui on parlait, les civils nous disaient, mais là, je peux pas croire que vous faites des deals avec eux parce que, c'est des salopards, tout ça, puis là, tu dis, ouais, OK, ça commence à effriter un peu. Je voyais les programmes de reconstruction, mais là, justement, on enrichissait des entrepreneurs qui, eux, maltraitaient leurs ouvriers, tout ça. Tu te dis, OK, mais entre autres, on reproduit beaucoup les inégalités qu'on a chez nous, tout en disant qu'on va leur faire des leçons de gouvernance. Puis en même temps, tu te dis, OK, mais on n'est vraiment pas là pour aider. Puis... là, tu te sens un peu niaiseux parce que tu dis, là, j'ai bouffé le discours, là, tu te sens un peu niaiseux, donc, mais on dirait que ça en rajoute, par contre, parce que j'étais doublement frustré un peu de tout ça, et évidemment, à travers du temps, ça fait qu'aujourd'hui, j'écris beaucoup sur ce genre de sujet-là. J'ai publié, mon premier livre était sur l'Afghanistan, justement, une critique avec une vision, justement, un peu plus intime. J'en ai profité, j'avais quand même un point de vue privilégié. Donc, mais là où je voulais en venir aussi rapidement, mon idéalisme, je l'ai transporté dans le journalisme. C'est-à-dire que, oui, OK. Je voulais t'en parler parce que je voulais savoir, justement, pour toi, t'es devenu journaliste un peu par frustration, par volonté de changement social, si je veux bien comprendre? C'est parce que, disons que j'ai toujours voulu être un acteur de changement. J'ai toujours voulu, je me dis, le monde, on vit dans le monde, mais il faut aussi travailler à le façonner, à le changer, à l'améliorer, Puis, donc... Quand j'ai vu tout ça, quand j'ai été désillusionné par le monde militaire, tout ça, puis à un moment donné, au début, c'était un rite de passage, mais là, après 10 ans, je me disais, j'en fais-tu une carrière? Et j'avais des questionnements, j'avais 29 ans, donc c'est un peu une période charnière pour ça aussi. Donc, je me suis dit, non, mais j'ai le choix. Soit que je plonge dans le cynisme le plus total ou que je transporte mon combat, si on veut, ailleurs. Et comme je disais, j'avais étudié en journalisme, j'ai toujours voulu un peu le faire. Donc, j'ai dit, là, t'as 29 ans, c'est le temps de le faire, sinon tu le feras jamais. Fait que j'ai décidé justement de continuer. Dans le fond, on a sorti le combattant de l'armée, mais le combattant est encore là, mais il transfère son combat. Sauf que ça devient par le journalisme. Et c'est un journaliste qui, évidemment, finit par prendre une posture très engagée. Alors, est-ce que c'est facile de passer comme ça d'une carrière de militaire à une carrière de journaliste? Non, parce que, premièrement, c'est sûr que les parcours atypiques en partant dans le milieu journalistique plus mainstream, on se le cachera pas, c'est
c'est assez mal vu. On veut avoir des gens qui, souvent, qui vont sortir des moules établis. Puis je peux pas parler pour ailleurs, mais disons au Québec, c'est le moule UQAM, c'est le moule certificat Université de Montréal, c'est le moule Concordia, du côté anglophone. Alors que ça devrait être une profession. Ben, c'est une profession libre. Et le consensus, c'est que ça devrait rester une profession libre, mais ça s'articule mal parce que puis je suis pas tout seul là-dedans, des gens qui débarquent en journalisme avec un parcours atypique, il y en a beaucoup. Donc, mais on se confronte à une espèce de tu viens d'où, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Puis moi, en même temps, je veux être indépendant parce que j'ai pas envie de me mettre en fil. Puis de dire, ben là, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas commencer à faire de la recherche, tu vas faire des entrefilets, tout ça. Je dis, non, regarde, moi, je veux faire mes propres affaires. Mais j'ai été surpris de constater que même comme indépendant, des fois, on te dit, non, mais là, mange tes croûtes, fais la file. Tu sais, puis, mais je l'attribue beaucoup à, justement, au fait que je viens d'un parcours un peu plus atypique. Tu sais, je suis un espèce de décrocheur en série, l'école. J'ai pas fini mon bac. Mais je suis quelqu'un qui se perfectionne toujours, tu sais, puis je m'intéresse beaucoup aux choses, donc je lis énormément, puis tout ça, mais en même temps, ça rend la chose difficile parce que oui, il y a un jugement qui est fait par les gens qui, justement, sortent des moules préétablis. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas une super bonne idée parce que, justement, ça devrait être une profession où les points de vue, les expériences, les origines des gens sont diversifiées parce que c'est ce qui devrait faire la richesse du journalisme. Mais on peut revenir aussi au fait que le Québec c'est petit, blabla, mais c'est pas un discours que j'achète, moi. Martin Forgue, tu restes avec nous. On s'écoute ce qu'il reste, Lou Adrienne, Cassidy, et on revient juste après. Il ne lui reste pas beaucoup d'amants, corps pressé, cœur aigri. Il ne lui reste pas beaucoup d'amants, une tache sur le tapis. Il ne lui reste pas beaucoup d'amis, corps éteint, cœur fini. Il ne lui reste pas beaucoup d'amis, tache rouge sur tapis gris. Et les murs s'effondrent, la lumière passe pas fort. This is the end, et le héros est mort. Le héros est mort.
ne lui reste plus beaucoup de sein, corps brisé, cœur vidé. Il ne lui reste plus beaucoup de sein. Donc c'était ce qu'il reste de Lou Adrienne Cassidy. Vous êtes toujours à l'écoute de Mediapolis sur CISM 89.3 FM. Nous sommes toujours avec Martin Forgue, journaliste et ancien militaire. Martin, j'ai compris que changer de carrière quand on passe de militaire à journaliste, c'était pas facile parce qu'il faut faire ses preuves, mais psychologiquement, comment ça se passe? Ça prend beaucoup de résilience. Surtout, la plupart des journalistes indépendants, puis même dans un contexte où un journaliste va travailler dans une salle de nouvelles, il faut que tu apprennes beaucoup à faire dire non dans la vie, mais à plus forte raison quand tu es indépendant, parce que chaque sujet que tu veux aborder, tu dois le vendre encore plus à un client potentiel. Donc, on passe un peu notre vie à se faire dire non, donc ça prend une assez bonne résilience. Ça, j'étais content parce que c'est quelque chose que j'ai quand même réussi à importer de la vie militaire. Parce que, bon, évidemment, c'est pas toujours... Il y a les opérations, il y a la guerre, mais tout ce qui est l'entraînement, tout ça, c'est un milieu qui peut être extrêmement difficile. Donc, c'est un apport qui m'a beaucoup aidé, surtout au début. Par contre, là où j'ai eu beaucoup de difficultés, c'est que en matière de transition, l'armée, c'est une confrérie. C'est un endroit où rien ne peut se faire sans tes camarades. C'est extrêmement collectiviste comme milieu. Et là, tu arrives comme journaliste, à plus forte raison indépendant, et là, c'est chacun pour soi. Et tu te rends compte des fois que, puis je le voyais par observation, parce que j'ai pas fait vraiment de salle de nouvelles dans ma vie, c'est la même chose dans tous les environnements de travail, les salles de nouvelles. Les gens c'est ma carrière, c'est ci, c'est ça, puis si toi t'as un scoop puis je le veux, je vais te le voler, puis bon, comme indépendant, je peux le comprendre aussi beaucoup avec le recul, surtout parce que on fait tous notre petite affaire, on essaie de gagner notre vie, tout ça. Mais ça, par contre, c'est le bout que j'ai trouvé le plus difficile. Encore là, surtout au début, parce qu'à un moment donné, on rencontre des gens, on fait des collaborations plus régulières, on trouve des gens qui pensent comme nous. Donc, on réussit à se constituer un noyau solidaire, tout ça. Mais ouais, ça a été la solitude dans le métier, c'est ce qui a été le plus difficile, je pense. Léla Savitch. Oui, Martin, tu t'es rendu au Mali, entre autres. Comment est-ce que ton expérience militaire s'est transposée dans la manière dont tu fais tes reportages? La méthode. Je pense, la façon dont j'organise mes trucs. Je me sers encore beaucoup des méthodes d'organisation, de planification qu'on apprend avant de partir en mission, sur une mission dans l'armée. Aussi, dans un contexte comme le Mali, justement, où je suis retourné en Afghanistan aussi en 2013, c'est évidemment une plus grande facilité à travailler dans un milieu hostile. C'est être capable de reconnaître les signes de danger, tout ça. Ça, on l'apprend beaucoup. Je l'ai vécu sur des terrains opérationnels. Fait que ça rendait la chose un petit peu plus facile. Puis aussi, le fait où tu te dis, j'ai une mission, puis il faut que je l'accomplisse. Puis c'est peut-être appelons ça la drive, de réussir son travail, puis même si, mettons, un sujet peut sembler un peu plus risqué, tu vas le faire quand même, tout ça. Donc, il y a ça qui se rapprochait beaucoup, du moins, en tout cas, pour tout ce qui est terrain, là, je dirais que c'est le plus... Puis aussi, dans mon cas personnel, là, c'est pour passer du générique au plus personnel, c'était la volonté de comprendre les gens, d'aller voir les gens, parce que moi, j'ai toujours focalisé plus sur, je me fous un peu des politiciens, je me fous un peu des grands décideurs. Moi, je veux savoir ce que le monde vit. Surtout dans une zone de guerre, les gens à qui on parle pas, c'est les gens qui subissent le plus, donc les civils, les femmes, les enfants. C'est à eux qu'il faut parler, puis c'est à eux que les grands médias vont pas parler. Fait que c'est ce que je voulais faire, puis je dirais que en tout cas, par rapport à mon expérience en Bosnie ou en Afghanistan comme militaire, j'ai continué à le faire. De dire, mais ces gens-là la subissent, il faut comprendre ce qui se passe, parce qu'ultimement, il faut que les gens chez nous comprennent ce qui se passe. Justement, dans le journalisme que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu considères que parce que tu traites de problèmes sociaux, sociologiques ou de conflits, de guerre, tu fais un journalisme engagé? Très.
Puis je m'en revendique. Un gros mot au Québec, cela dit. Ah, non, mais mon Dieu, c'est un tabou total. Là, mais non, mais au contraire, je m'en revendique. Et même un des livres que j'ai écrit, c'était un essai biographique sur Gilles Courtemanche, qui était un journaliste québécois, qui est surtout connu comme romancier, mais qui a quand même été 40 ans comme journaliste, qui avait une démarche justement extrêmement engagée, qui basait son travail beaucoup sur son indignation. C'était quelqu'un de très humaniste, très sensible, et aussi qui s'inspirait beaucoup, et c'est un peu mon cas aussi, d'Albert Camus. Camus qui, pour moi, est le modèle de journaliste libre et engagé, parce qu'il faut savoir qu'il était journaliste avant d'être écrivain. Et même en 2012, on a déterré un vieux texte qu'il avait écrit en 1939 dans un journal algérien, où il définissait les 4 commandements du journaliste libre, qui étaient la lucidité, le refus, l'ironie et l'obstination. Des belles qualités. D'excellentes qualités, mais évidemment, tu dis que tu te bases là-dessus dans une entrevue ici, t'es sûr que t'es sûr que t'es pas engagé. Oui, c'est sûr. Merci Martin, tu restes avec nous. Léla Savic, on a parlé de Slav la semaine dernière, à Tout le monde en parle. Raconte-nous un peu ça. Oui, donc le 20 janvier dernier, à Tout le monde en parle, Elena Studley et Betty Bonifaci ont été invitées pour discuter du spectacle Slav. Le spectacle a fait couler quand même beaucoup d'encre l'été dernier, parce qu'il s'agissait d'un spectacle sur l'esclavage noir et il contenait pas d'acteurs noirs. Personnes de la communauté noire du Québec, en fait, ont été consultées, mais leurs critiques n'ont pas été prises en compte. Donc il y a une deuxième mouture du spectacle, et donc on a invité ces 2 personnes-là, donc une militante de la communauté noire, Elena Studley, et Betty Bonifaci, qui étaient présentes. Et donc, sur Internet, on a pu voir par la suite que certaines personnes ont vu cet entretien-là comme le parfait exemple de la fragilité blanche. Donc, je vais vous lire quelques extraits que j'ai vus circuler. C'était intéressant parce que par la suite, on a publié l'extrait de l'émission avec pour titre « La réconciliation Slav ». Et pour certains, on a dit, bon, réconciliation, je suis pas sûre qu'on a regardé la même émission. Certaines personnes ont dit la réconciliation de quoi? D'autres personnes ont dit que c'était 16 minutes de malaise et que c'était vraiment très, très, très blessant de voir cet état-là où est-ce qu'il y avait une grande partie de personnes blanches focalisées sur une personne noire qui essaie d'expliquer son point de vue. Donc, on va passer quelques extraits et puis je vais vous parler par la suite de la fragilité blanche et comment elle s'est manifestée, en fait, dans l'émission. On écoute. Moi, j'étais, je sais plus, j'ai appelé ma mère 20 fois, je pense. Je sais pas. Avez-vous fait des tests d'ADN? Vous êtes peut-être du sang de noir. Non, mais ça se peut. Ah, peut-être que j'aurais une légitimité maintenant à pouvoir le faire, mais non, j'ai pas fait ça. Donc là, bien évidemment, on a demandé à la personne blanche comment est-ce qu'elle s'est sentie quand elle est remontée sur scène. Donc on s'est focalisé sur les sentiments de cette personne-là, au lieu d'entendre qu'est-ce que la personne racisée avait à dire sur la pièce et quelles étaient les choses qu'elle revendiquait. Donc j'ai trouvé ça intéressant et encore là, on est allé dire que peut-être que Betty avait du sang noir, comme pour la crédibiliser pour le fait qu'elle a décidé de faire une pièce sur un peuple qui ne la concerne pas. C'est un exemple en fait de fragilité blanche selon la sociologue américaine Robin DiAngelo. Elle est spécialiste en fait en fragilité blanche. Elle a écrit un livre, ça s'appelle White Fragility. Je le suggère à toute l'équipe de Tout le monde en parle. Et de Mediapolis également. Oui. Ça ne peut pas faire de mal. Oui. Alors c'est effectivement un livre très intéressant parce qu'elle dit qu'il y a une tendance des personnes blanches à se sentir personnellement attaquées lorsqu'on évoque le racisme. Et donc bien souvent, lorsque la personne racisée essaie de soulever un problème lié au racisme, eh bien, on va répondre avec plusieurs séries d'autodéfense comme la colère, la peur, la culpabilité, des comportements tels que l'argumentation, le silence et l'évitement. Donc, selon DiAngelo, cette réaction est complètement typique. Et il y a aussi cette tendance aux personnes blanches de dire qu'elles sont aussi des minorités, qu'elles ont aussi été à la guerre du Vietnam, qu'elles ont vécu des choses, qu'elles ne sont pas racistes parce qu'elles ont voyagé. Tout ça s'inscrit dans l'idée que le racisme est une chose qui est bonne ou mauvaise, donc les personnes se sentent attaquées. Et donc pour elles, c'est une invention totale parce que le racisme est structuré dans la société. On va écouter un deuxième extrait si vous voulez bien. Non, puis moi je représente ici pas une majorité, moi je représente une minorité.
C'est ça qu'il faut comprendre, là. Moi, on m'a accusé de faire partie d'une suprématie majoritaire, mais moi, je viens de Nice. J'ai une condition de femme dans l'art aussi, qui n'est pas super sympa à bien des égards. Hein. Oui, vous n'êtes pas la Donald Trump du milieu culturel, là, clairement. Ouais. Disons que je ne pense pas. Ouais. Maintenant, les gens s'en feront leur idée. Donc voilà, donc Betty est une minorité parce que c'est une femme et parce qu'elle vient de Nice, alors qu'il y a une personne racisée qui essaie d'exprimer son point de vue. Et encore là, on lui a dit qu'elle n'était pas la Donald Trump de... comment elle a dit ça là? Bon, bref, je sais pas trop. Donc ce n'est pas une Donald Trump et puis c'est pas une personne qui est si raciste que ça. Donc voilà, intéressant. Donc on continue. On était les porteurs d'eau à l'époque, les Québécois. Oui, OK. Donc, mais en ce moment, il faut... Est-ce que vous pensez que c'est la même situation? Pas du tout. OK, voilà. Donc, c'est ça. Donc, en même temps... Oui. Excuse-moi, je te coupe, mais je voudrais juste te dire... Denis vient de dire quelque chose d'intéressant. Il vient de te donner un élément qui, à mon avis, serait à s'arrêter dessus, puisqu'il vient de manière assez classe et assez discrète de faire comprendre que le peuple québécois aussi a vécu ses heures de sombre. Hein. Ah, ben, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce que Dany était en train de dire avec les porteurs d'eau. Hein. C'est ça, j'ai bien compris. Oui. Donc voilà, encore une fois, on lui rappelle, et c'est un extrait qui a été beaucoup repéré par les internautes, en fait, cette idée-là que, bon, on a comparé, en fait, la situation des Français, des Canadiens français dans la colonie britannique à l'esclavage des Noirs. Et puis, effectivement, on pourrait dire que quand on regarde la définition de la fragilité blanche, donc c'est exactement ça. C'est de dire que nous aussi, on a souffert, nous aussi, on a une minorité, nous aussi, on a vécu des choses, donc on ne peut pas nécessairement être raciste. Donc voilà, alors que la personne était en train d'expliquer l'appropriation culturelle. Donc quelques exemples de fragilité blanche à tout le monde à part la semaine passée, il y a 2 semaines. Voilà. Merci Léla Savic. Mediapolis, c'est terminé pour cette semaine. Merci à tous et merci infiniment Martin Forgue d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. C'était un plaisir de te recevoir. Pour terminer cette émission, on s'écoute Hanoï Café de Bleu Toucan et Émilie de Doloréenne. On se retrouve, nous, mercredi prochain, de midi à 13h sur les ondes de CISM comme d'habitude. D'ici là, pour écouter l'émission, ça se passe en balado-diffusion sur le site de CISM 89.3 FM, sur iTunes, Google Play, sur la page Facebook de Mediapolis et même sur YouTube. Notre jingle a été réalisé par Yourina Bad. Notre identité visuelle est un travail de Pauline Rochette et je le rappelle, c'est Katia Gaïd à la technique. On vous embrasse.
sa tête. Amuse-toi, tu vas mieux comme ça. Dis-toi que c'est rien de vrai, mais tu n'oserais pas de doute. Tu vaux mieux que ça. Émilie, tu joues avec ton cœur, ne l'échappe pas. Passe encore un peu plus près, se casser pour tout gâcher. Chérie, fais à ta tête, oui, mais parce que tu n'es plus là, voir pour toi serait chérie, fais attention à toi. Émilie, tu joues avec ton cœur, ne l'échappe pas. Oui, c'est toi qui tiens les rênes, tu ne voulais que ça. Oui, c'est toi qui tiens les rênes, ne les emmène pas. Encore à la regarder, dites un peu plus longtemps de rester sans arriver. Arrête un instant pour vrai, mon tu n'oserais, bien sûr tu vas y arriver. Émilie, tu joues avec ton cœur, ne l'échappe pas. Émilie, tu joues avec ton cœur, ne l'échappe pas. Oui, c'est toi qui tiens les rênes, tu ne voulais que ça. Oui, c'est toi qui tiens les rênes, ne les emmène